Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, Bonjour Claire. ravi d'être avec toi pour ce bulletin astronomique pour la période du 5 au 12 novembre 2025, la troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, donc de la pleine lune le 5 novembre jusqu'au dernier quartier le 12. Donc c'est une lune gibbeuse décroissante cette semaine. Donc on passe de la pleine lune à la demi-lune. Elle se lève pour la pleine lune au coucher du soleil à peu près, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Puis chaque jour, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit et donc culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée, ce qui fait que vous pouvez la remarquer dans le ciel du matin, voilà, dans le jour, d'autant plus qu'on avance dans la période puisque elle reste dans le ciel du matin plus longtemps, voilà, et qu'elle est encore jusqu'à sa moitié. Donc, on va partager la fiche. Donc, moi, c'est Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus justement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Alors, on va le voir un peu dans la fiche que je partage maintenant avec vous. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez, qui êtes déjà abonnés ou qui n'allez pas partir de là sans vous être abonnés aussi. Ma fiche est là, voilà. Merci beaucoup donc aux nouveaux abonnés pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vais essayer de vous faire une présentation de plus en plus euh, agréable et compréhensible. Parce que peut-être des fois je me perds dans des trucs compliqués. Il faut toujours ramener au plus simple. Donc on commence par voir où en est le soleil, où en est la lune. euh, et puis voilà, dans dans tous les détails, enfin pas tous, mais de manière structurée. Et puis les planètes. Et bien sûr, tout ceci devant la scène, la toile de fond que donnent les étoiles des constellations qui invariablement reviennent chaque jour de l'année dans la même place dans le ciel à la même heure. Pratiquement, le décalage est infime pour la durée de notre vie. Alors, cette semaine, donc, troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, de la pleine lune le 5 novembre à 14h19, donc c'est demain au moment où nous enregistrons cette vidéo. Donc, dès le soir du 4 au 5, bah, c'est déjà la pleine lune et la nuit du 5 au 6, c'est encore la pleine lune, quoi. Donc, sauf qu'elle se lève plus tôt le 4 au soir et elle se lève un peu plus tard le 5. Donc, et le dernier quartier a donc lieu le 12 novembre à 6h27. Pour la pleine lune, la lune est dans le signe du taureau, 14e degré du signe du scorpion, ce qui veut dire pleine lune, opposition, lune, soleil. Le soleil est pile à l'opposé, donc 14e degré du scorpion. Et puis pour le dernier quartier, la lune est dans le 21e degré du lion, le soleil toujours celui du scorpion. Ils font en carré, voilà, il y a 90 degrés précisément entre le 21 20 degrés Lion et 20 degrés Scorpion. Alors, pour le dernier quartier, pour la pleine lune, la lune est devant la constellation du Bélier et le soleil est devant celle de la Balance depuis le 31 octobre. Et pour le dernier quartier, la lune est arrivée devant la constellation du Lion, le soleil est toujours devant celle de la Balance. Alors, cette pleine lune, en plus, c'est une super lune, cette pleine lune du 5 novembre, parce qu'elle est au périgée, donc au plus près du Soleil, donc son diamètre apparent est le plus gros qui puisse être. Et donc on a ce qu'on appelle maintenant une super lune. Et donc une petite dizaine d'heures plus tard, la Lune est au périgée, donc au plus près de la Terre, à seulement 356 830 kilomètres, ce qui fait 55,95 rayons terrestres et qui lui donne Mm. un diamètre apparent
de 33 minutes d'arc, soit un peu plus que la moitié d'un degré. Un degré, c'est 60 minutes. Donc 30 minutes, c'est un demi-degré. C'est le diamètre apparent moyen du Soleil et de la Lune. Donc quand la Lune est au plus près, ça monte jusqu'à 33 minutes d'arc. Et quand elle est au plus loin, 29 et des poussières. Alors, non seulement quand elle est au périgée, c'est là aussi qu'elle est le plus proche et qu'elle tourne le plus vite autour de la Terre. Après, à partir du périgée, elle décélère, elle ralentit. Donc, on a à voir à partir de la pleine lune, la Lune ralentit. Également, elle est très haut dans le ciel et elle sort des limites zodiacales nord jeudi 6 novembre à 8h11. Donc ça veut dire qu'elle monte en déclinaison et qu'elle dépasse la déclinaison maximale du Soleil au solstice de juin. Eh bien, à ce moment-là, elle entre dans le signe des Gémeaux, c'est un peu corrélé. Et comme Uranus se trouve juste à l'entrée du signe des Gémeaux, actuellement rétrograde, Uranus, eh bien, la Lune est conjointe à Uranus jeudi 6 à 16h25 et ça se passe devant les Pléiades à laquelle la Lune est conjointe, auquel la Lune est conjointe à 16h44. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Nous allons le voir avec Stellarium, les Pléiades, Uranus et donc la Lune en ce jeudi 16 novembre. Ensuite, elle est conjointe à Aldébaran, une dizaine d'heures plus tard que les Pléiades qui se trouve 10 degrés au sud de la Lune. La Lune passe très haut au-dessus de l'étoile actuellement, puisqu'elle y repasse une fois tous les 28 jours. Nous arrivons donc, nous sommes vendredi 7 novembre, et à 18h20, elle atteint sa latitude maximale, au plus haut, au-dessus du plan de l'écliptique. Donc à partir de là, elle va redescendre en latitude. Là, elle est très haute, c'est du coup, elle va avoir sa libration minimale en latitude. Voilà, parce que elle nous montre le plus, elle est comme ça, on la voit de par en dessous. Donc on voit un maximum son sud et ça se passe le 8 novembre, voilà. Et c'est le moment où on verra le soleil se coucher sur la mer des Crises, qui sera particulièrement remonté sur la partie visible de la Lune. Donc, elle a sa latitude maximale. Et puis, ensuite, elle continue sa course devant les étoiles. Samedi 6 novembre à 4h41, elle est conjointe à Elnat, l'étoile bêta du taureau, tout au bout de la corne. Si on prolonge la pointe que forme le V du taureau avec Aldébaran en bas, on prolonge cette branche et on tombe sur Elnat, qui fait la jonction avec avec le cocher, la constellation du cocher. Et alors là, par contre, la Lune frôle l'étoile et il y a une occultation pour une partie de la planète. Donc, Elnat marque de nos jours le 23e degré du signe des Gémeaux, et donc la Lune ensuite va entrer dans le signe du Cancer, samedi 8 à 16h05. Puis, elle va être conjointe à l'étoile Pollux, qui est bêta de la constellation des Gémeaux, et qui marque de nos jours, toujours en raison de la précession des équinoxes, le 24e degré du signe du Cancer. Donc c'est très haut là-haut, et la Lune passe à 2 degrés en dessous de l'étoile. Et nous avons Jupiter qui se trouve justement tout près de Pollux, et donc la Lune est conjointe 2h30 plus tard, la Lune est conjointe à Jupiter, donc c'est lundi 10 novembre à 10h08, donc ça se voit enfin, le Jupiter se lève de plus en plus tôt hein, maintenant, donc se lève vers 21h50, donc euh, à voir dès le 9 au soir, voilà, la Lune sera à droite de Jupiter et le 10, la Lune sera à gauche de Jupiter et de Pollux, donc puisque tout ça se tient aussi dans un mouchoir de poche, donc deuxième mouchoir de poche de cette semaine. Le premier, c'était les Pléiades et Uranus, donc avec la Lune quel jour c'est déjà? Le jeudi 6. Et l'autre rencontre remarquable, c'est Jupiter, l'étoile Pollux, Jupiter et la Lune, gibbeuse décroissante, donc elle se lève quand même de plus en plus tard en première moitié de nuit, lundi 10 novembre. Donc après ça, la Lune entre dans le signe du Lion, lundi 10 à 18h33. Elle est ensuite conjointe à l'amas de la crèche, qui marque de nos jours le 8e degré du signe du Lion. Et donc, c'est pas le moment quand il y a la Lune de bien voir l'amas ouvert, bien entendu,
mais on note ce moment où elle passe ben, pas loin au-dessus, elle frôle l'amas par le nord. Elle passe au-dessus. Et nous arrivons donc au dernier quartier, mercredi 12 novembre à 6h27. Et donc, c'était dans le 21e degré du signe du Lion. Le jeudi 13 à 0h51, donc c'est encore en temps universel le mercredi 12, la Lune entre dans le signe de la Vierge, ce qui veut dire qu'elle va être conjointe à l'étoile Régulus, qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge, ceci en raison de la précession des équinoxes, mais ce sera pour la semaine prochaine. Donc, à part la Lune, le Soleil et la Lune, que font les planètes? Alors, nous avons deux faits particulièrement importants à noter. D'abord, en héliocentrique, ça m'est passé comme ça. Attendez, pardon. Excusez-moi, ça donne soif de parler. Oui, Saturne, dans le signe du Bélier, en héliocentrique, mardi 4 novembre à 23h29. Donc je l'ai mis c'est juste avant la pleine lune. Il faut savoir que c'est très, voilà, ça fait très précis. C'est, je pense, parmi les approches les plus précises, parce qu'avec les planètes lentes, euh, selon le système de coordonnées et la théorie planétaire qu'on emploie, c'est variable. Donc, considérons toutefois maintenant qu'en héliocentrique, donc vu du Soleil, Saturne est entré dans le signe du Bélier, et en héliocentrique, c'est définitif. Il n'y a pas de rétrogradation puisqu'il s'agit des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc Saturne est entrée dans le signe du Bélier en héliocentrique. Je rappelle qu'en géocentrique, elle est de retour dans le signe des Poissons. Elle a été en Bélier en géocentrique et elle est de retour dans le signe des Poissons jusqu'à... Je ne sais pas si je vais le retrouver facilement, mais par contre, vous le retrouvez très facilement dans l'article. Quoique je peux vous le trouver... tenez, on va dans l'article de la semaine dernière. On va sur Saturne et c'est donc comme ça vous trouvez l'article de cette semaine va être en ligne très rapidement. Donc nous disions euh, voilà son mouvement rétrograde depuis le 13 juillet et elle reprend son mouvement direct le 28 novembre. Oh ma batterie mes amis, ça charge pas. Excusez-moi, je vérifie. Ah oui, je charge ma batterie. Je branche l'ordi. Voilà, c'est pas compliqué. Excusez-moi pour la gymnastique. Voilà. Alors, ça ira mieux. C'est plus sûr. Donc, elle reprend son mouvement direct le 28 novembre et revient, achève sa boucle le 2 mars. Donc, signe, elle est de retour dans le signe des Poissons du 1er septembre au 14 février. Voilà. Elle reviendra en Bélier en géocentrique le 14 février. Je reviens sur ma fiche. Donc, voilà pour Saturne. Y a-t-il autre chose pour Saturne cette semaine? C'est bon. Nous avons Mercure. Mercure qui va entamer sa rétrogradation. Euh, le 9, le mouvement de Mercure devient rétrograde jusqu'au 30 novembre et elle va revenir dans le signe du Scorpion, donc le 21e degré du signe du Scorpion. Et après, elle va être dans le signe du Scorpion du 19 novembre au 11 décembre. Donc également, excusez, ça connecte pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Le courant passe et il trépasse, il s'arrête de passer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde est bien branché. Ah non, voilà. Voilà. Merci de votre patience. Donc nous en étions sur Mercure. Et donc Mercure, oui, qui atteint du coup sa déclinaison minimale. Jeudi 6 à 12 heures, ça va être ses précurseurs de sa rétrogradation, en l'occurrence. Elle est hors limite zodiacale sud. Hein, elle est en déclinaison sud, en dessous des limites zodiacales sud, donc celle qu'atteint la déclinaison qu'atteint le Soleil le jour du solstice de décembre, donc c'est plus bas que 23 degrés 26 minutes sud.
Et donc du 31 octobre au 11 novembre, Mercure est hors limite zodiacale. Et ensuite, elle va remonter, mais elle va faire une choupe, là, comme ça, voilà. Puisqu'elle est rétrograde à partir du 9 novembre, 20h01. Et puis, en héliocentrique, elle entre dans le signe du Bélier. Elle était donc dans le signe des Poissons. Elle entre dans le signe du Bélier dimanche 9 à 20h45. Voilà pour Mercure, mais c'est pas la seule à devenir rétrograde. Nous avons également Jupiter qui entame sa rétrogradation annuelle. Et donc, ça dure jusqu'au 11 mars 2026. Donc, du 11 novembre, elle est alors dans le 26e degré du signe du Cancer jusqu'au 11 mars 2026. Elle reviendra dans le 16e degré du signe du Cancer, donc elle recule de 10 degrés. Jupiter, donc voilà, qui devient rétrograde. Donc concrètement sur le ciel, eh bien, on va la voir rapidement de plus en plus. Maintenant, elle va très vite se lever de plus en plus tôt dans la nuit, puisque son écart avec le Soleil augmente et qu'elle sera à l'opposition au milieu de cette période, c'est-à-dire en janvier, je crois bien. C'est marqué dans l'article également, vous voyez, vous allez sur l'article, on descend sur Jupiter, parce que je me rappelle pas tout par cœur, on descend sur Jupiter, Neptune, ça c'est dans l'ordre où elles apparaissent dans le ciel nocturne. Donc Jupiter, elle sera à l'opposition le 10 janvier. Il va s'en passer au mois de janvier, je vous dis pas. Voilà. Et sa prochaine, voilà, 10 janvier, Jupiter sera à l'opposition. Je reviens sur ma fiche. Voilà pour Jupiter. Et il nous reste aussi Vénus qui entre dans le signe du Scorpion le jeudi 6 à 23h39. Elle y reste jusqu'au 30 novembre. Elle est son mouvement direct, elle arrivera. Elle entrera dans le signe du Sagittaire. Et voilà, ah bah oui, il y a aussi dernière chose importante à propos de Mercure, c'est sa conjonction. Ah bah non, il y a aussi Uranus, excusez. Il y a Uranus qui donc rétrograde revient dans le signe du Taureau à partir de samedi 8 à 3h18. Ça aussi, c'est pareil, selon les systèmes de coordonnées et les théories planétaires employées, ça varie. Bon, j'essaie de me coller au plus près du réel, donc avec les coordonnées apparentes de la date, avec notre excellent serveur d'éphémérides qui est le LTE, le laboratoire Temps et Espace, qui a remplacé l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. La France est toujours en pointe dans ce domaine. Donc Uranus revient dans le signe du Taureau jusqu'au 26 avril 2026. Et donc elle est rétrograde depuis le 6 septembre. Elle était alors dans le deuxième degré du signe des Gémeaux. Et jusqu'au 3 février, elle sera dans le 28e du Taureau. Donc voilà, Uranus revient dans le signe du Taureau. Et pour finir, nous avons Mercure qui est conjoint à Mars, invisible, du fait que Mercure devient rétrograde. Elles ont déjà été conjointes le 20 octobre, dans le 20e degré du signe du Scorpion. Mercure a doublé Mars, mais maintenant Mercure s'est mise à rétrograder, donc elle repasse sur Mars dans l'autre sens. Et on aura une troisième conjonction après la reprise du mouvement direct de Mercure le 30 novembre. Le 18 janvier, je crois, elles seront à nouveau conjointes. Elles seront alors dans le signe du Capricorne. Donc, on pourra reparler de ça dans les commentaires astrologiques. On va aller voir les planètes. Vous avez tous cette fiche avec tous les, tous les mémos importants pour la semaine. Bien sûr, le mémo des étoiles filantes, la visibilité des planètes, les satellites de Jupiter, Jupiter qui est de plus en plus visible puisqu'elle se lève aux alentours de 21h50 cette semaine. Donc elle est vite visible dans le ciel. C'est Vénus qu'on voit de moins en moins dans le ciel du matin, là. Et autre événement remarquable, qu'est-ce qu'on a? Mais encore, alors pour les Parisiens, jusqu'au 6 novembre, un tout petit peu avant 8 heures du matin, de la porte Maillot, vous voyez le soleil passer dans l'arche de l'Arc de Triomphe juste après son lever.
Et puis, vous avez la même chose, mais dans l'autre sens, c'est la pleine lune à son coucher le 5 novembre, à 7h25 du matin également. Mais vous voyez, alors, le 5 novembre, vous pouvez passer d'abord au rond-point des Champs-Élysées, repérer la lune, passer dans l'Arc de Triomphe. Et si vous avez le temps, 20 minutes plus tard, vous trouvez la porte Maillot et vous observez le soleil qui passe dans l'Arc de Triomphe dans l'autre sens, après son lever. Bonne expérimentation astronomique pour les Parisiens. Et puis, l'étoile polaire au méridien à minuit, le 5 novembre, on en a parlé la semaine dernière. Je vais donc sur Stellarium. Comme d'habitude, je me mets au coucher du soleil. Bon, ben là, c'est le 4, nous allons le 5. Alors, proche du coucher du soleil. Le soleil descend sur l'horizon et sa course est de plus en plus petite chaque jour. Et il se couche de plus en plus vers le sud-ouest, justement, de plus en plus vers le sud. De même que le matin, il se lève de plus en plus vers le sud-est et que à midi, il culmine de moins en moins haut. Et ça va continuer comme ça jusqu'au solstice de décembre. Donc laissons le soleil se coucher. On peut oublier Mercure et Mars qui sont totalement invisibles, hein. Mars aussi va être conjointe au soleil au mois de janvier. Elle sera en plus en compagnie de Vénus. Il y a encore des regroupements planétaires fort intéressants. Alors, je peux quand même supprimer le sol. J'ai supprimé le sol 1 heure de plus. J'enlève le sol pour qu'on voit Mercure et Mars, vous voyez. Ici, l'écliptique. Et donc, elles sont plus visibles. Mars, en plus, est de faible éclat et Mercure, elle se rapproche. Donc, enfin, le Soleil se rapproche d'elle, en fait. Et puis, Mercure rétrograde. Donc, elle repart comme ça. Donc, plus du tout visible, rien dans le ciel du soir, du côté de l'ouest. Mais si nous nous tournons du côté du sud, alors, constellation, nom des constellations, un peu plus d'étoiles, s'il vous plaît. Quelques noms d'étoiles de plus, merci. Eh bien, nous voyons tout de suite sud-est de plus en plus haut chaque jour, Saturne. Donc, en début de nuit, là, il est, on va dire, 19 heures. Voilà, au sud-est, Saturne s'élève. Donc, elle a été conjointe à la Lune, donc c'est passé. Il y a déjà 3 jours. Et tout près d'elle, il y a Neptune. Allez, Bistodénas, non pas là. Neptune, supplé. Alors, on va mettre Saturne au milieu. Je grossis Neptune. Quand bien sûr, on ne voit pas à l'œil nu. Mais bon, comme la Lune va s'écarter de plus en plus et se lever de plus en plus tard chaque jour, il va y avoir dès le milieu de la période, donc ça commence mercredi, ben, dès le week-end, dès vendredi, c'est bon pour observer Neptune. Donc devant la constellation des Poissons, avec leur mouvement rétrograde, donc il les ramène par là, mais Saturne recule plus vite que Neptune. Et d'ailleurs, elles vont être conjointes en héliocentrique. Là, pareil, j'ai repris les dernières éphémérides et ça a encore changé la date. Ça va être le 11 décembre, je crois, qu'en héliocentrique, les deux planètes sont conjointes. Et ce sera au mois de février qu'elles le seront en géocentrique. Alors, donc voilà, dès le début de la nuit, à l'est, sud-est, pardon, Saturne et Neptune. Alors, qu'est-ce qu'on voit du côté du sud? Ben, c'est l'heure où le début de nuit, le Capricorne culmine. Donc, il y a la tête du Capricorne qui se trouve dans le prolongement du bec de l'aigle. Vous avez Altaïr de l'aigle sur le couchant. Et ici, les deux étoiles qui forment la tête du Capricorne, Prima Gedi et Dabi. Voilà. Ça, c'est la constellation du Capricorne, c'est le moment de la remarquer, tandis que le Sagittaire va déjà se coucher, bien sûr, c'est la constellation avec le Scorpion, que la course la plus courte dans nos cieux du Nord. Et au-dessus du Capricorne, vous avez le Verseau, vous voyez, les deux constellations se chevauchent pas mal. Et bon, c'est assez discret, le Verseau, mais très sympathique à observer, avec sa petite cascade d'étoiles ici, hein. À gauche, il y a une très jolie petite cascade qui se voit à l'œil nu, et puis plus jolie à détailler avec des jumelles. Voilà, et en dessous, l'étoile qui marque en dessous la constellation du Verseau, c'est Faux Maillot,
du poisson austral qui ne s'élève pas haut, 15 degrés seulement à sa culmination, à la latitude 45 nord, mais qui est bien remarquable. Voilà, donc ciel du sud, on a ça. En dessous Saturne, on a Divda, la tête de la baleine, la grosse baleine. La Lune, donc ça c'est le 5 novembre, la Lune va nous gêner de moins en moins, elle est à ce moment-là devant le Bélier. On va prendre une petite heure de plus quand même. Enfin, on regarde, on fait vite le tour. On voit qu'en début de nuit, les Pléiades se lèvent déjà à l'est. Capella du Cocher, immanquable, très très brillante, qui s'élève au nord-est. Et du côté du nord, eh bien, on voit notre ours qui arrive au ras de l'horizon. On a Cassiopée qui s'élève, tandis que le dragon et la petite ours sont à 9 heures en train de descendre du côté donc de l'ouest. Et du côté de l'ouest, justement, en début de nuit, disparaissent tout de suite. Eh bien, le bouvier, Arcturus couché, suivi d'Hercule, et puis l'Ophucus, donc, qui se trouve au-dessus du Scorpion. Ici, voilà, donc qui est bien visible encore, et le grand triangle de l'été. Voilà, alors au cours de la nuit, on va se remettre vers le sud, on va aller jusqu'au minuit vrai, donc on voit Saturne monter dans le ciel, elle culmine vers 22 heures maintenant, hein, Saturne et Neptune. Là, il est minuit, on va aller jusqu'à minuit 0h35, le minuit vrai est à 0h35. En raison de l'équation de temps qui a atteint son second minimum maximum négatif de l'année le 1er ou 2 novembre, donc il y a très peu de temps. Donc à partir de maintenant, le jour se décale vers le soir, quoique il diminue. Donc il diminue moins sur le matin que le soir, alors que jusqu'au 2 novembre, c'était le contraire. Donc vers le sud, en milieu de nuit, bon ben là c'est la pleine lune, donc la pleine lune culmine, vous voyez, donc elle est tout près d'Uranus. Voilà, ici les Pléiades. Et là, je vais grossir pour voir Uranus, qui est juste en dessous des Pléiades. Alors, c'est pas le bon moment pour observer Uranus. On va attendre quelques jours de plus, bien sûr. On peut passer d'ailleurs quelques jours. Voilà. À partir du 9, la Lune sera devant les Gémeaux. Bon, c'est pas la très bonne semaine. Voilà, pour Uranus, ce sera mieux la semaine prochaine. Et donc, il est toujours 0h35 et nous voyons s'élever au sud-est Orion, suivi de Sirius. Tout ça, c'est le très bel alignement Pléiade, Mage d'Orion, Pléiade, Aldébaran, Mage d'Orion et Sirius. Et puis, à l'est s'élèvent fièrement les Gémeaux, ornés de Jupiter et de la Lune, puisque là, je suis le 10 novembre. Le 10 novembre, la Lune rend visite à Pollux et à Jupiter qui voisinent, qui se promènent du côté de Pollux, donc dont le mouvement devient rétrograde cette semaine, ben justement le 10. Donc voilà, la- elle se rapproche, voyez, de Pollux jusqu'à présent, et à partir de là, elle va repartir en arrière le long de l'écliptique. Donc c'est comme ça. Et voilà, et donc la Lune va être conjointe à l'amas de la crèche le 11 novembre, ici l'amas de la crèche. Donc, ce sera une lune, ben voilà, presque en quartier, hein, puisque je vous ai dit, elle est gibbeuse décroissante cette semaine. Mm. Et on va voir ce qui apparaît au cours de la nuit. Donc, milieu de nuit d'abord, du côté du nord. Donc, c'est la grande ours qui remonte, la petite ours et le dragon qui sont tout en bas. Et tout en haut, nous avons Cassiopée qui a déjà basculé du côté de l'ouest, tandis que culmine au zénith Persée, passe au zénith et en particulier son étoile Algol, Algol de Persée, l'étoile variable connue depuis fort longtemps. Et voilà, si vous avez un petit miroir par terre, au sol, eh ben, il va vous refléter les étoiles qui passent au zénith. C'est tout petit miroir zénithal. Voilà pour le nord, et puis l'heure qui tourne va faire qu'on va regarder vite fait ce qui se lève à l'est, et que vous irez voir le reste dans l'article.
dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc, le lion commence à se lever. Vous voyez, là, c'est la tête du lion au milieu de la nuit. Tandis, ben, toujours sous la grande ours, sous le chariot, vous avez le lion, en fait. Donc, au cours de la nuit, 1h35, 2h35, 3h35, 4h35, Arcturus se lève, 5h35, et voilà, et il est déjà 7h35, j'ai zappé 1 heure, 6h35, Vénus se lève péniblement. Là, elle diminue vachement, Vénus. Ben, on la voit encore dès qu'elle se lève, mais vous voyez, c'est déjà l'aube, et elle est au ras de l'horizon, là. Elle se lève à 6h28 pour un soleil qui va se lever. Je le vois pas bien tellement mais c'est pas grave. Ah non, il n'est pas encore levé, c'est pour ça. Bon, ah oui, le soleil, 7h43, oui, donc à peine 1 heure avant le soleil, donc on la voit encore bien sûr, puisque c'est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune. Donc voilà pour ce petit tour de ciel de cette semaine. Eh bien, je vous invite à en profiter, hein, si le ciel le permet, de la lune d'abord, de la pleine lune, et puis de soir en soir, elle se lève de plus en plus tard, ce qui est toujours charmant à guetter son lever. C'est très beau, un lever de lune, donc en première moitié de nuit. C'est à quoi on a droit cette semaine. Et puis, bah, tant qu'elle n'est pas là, elle libère le ciel. Or, comme il fait nuit de bonne heure, bah, c'est parfait pour observer Saturne et puis Neptune, donc dès le week-end. On attendra la semaine prochaine pour Uranus. En revanche, ne manquez pas le rapprochement de la Lune, Jupiter et Pollux le 10. Et voilà, on va regarder quelques images. Et puis, toujours les étoiles filantes. Et puis, partager quelques photos. Alors, images que je mettrai en ligne dans l'article également. Donc, les dernières images de Guillaume Canas, le guide du ciel. Donc, une voie lactée sur le Cosméjean en noir et blanc. Magnifique photo. Et toujours du même, Guillaume Canas, toujours la voie lactée, toujours depuis les Cévennes et avec un beau moulin en premier plan. Ah, alors, ça rejase sur l'émission Apollo. Et là, c'est bien, je suis contente parce que je trouve que ça y est, il y en a qui sortent des arguments sensés, comme quoi les images de la mission Apollo 11 avaient bien été tournées en studio, parce que les mecs, ils pouvaient pas, tant qu'ils y étaient, faire faire les photos. Donc, c'est logistiquement tellement cohérent. Et voici ça, une vraie photo de Aldrin, donc pris par euh, bon, le premier, celui qui a mis le Neil Armstrong, qui a pris son collègue en photo quand c'était son tour de descendre. Puis il y aura un article de Thomas Pesquet qui explique pourquoi c'est pas si simple d'y retourner. En particulier parce que les Américains avaient mis un budget fou là-dedans et que maintenant c'est plus le cas du tout. Donc c'est plus du tout la même politique. Et ça, c'est le vaisseau d'atterrissage, l'atterrisseur Apollo 11, vu depuis le module qui était resté en orbite, avec la Terre qui se lève, n'est-ce pas? C'est des vraies photos des missions Apollo. Alors, nous revenons à notre époque, la comète Lemon, bah, magnifique comète qui a atteint la magnitude 4, donc il était possible de la voir, il fallait juste se donner la chance. Sa présence elle est, je crois, devant Ophiuchus, donc de moins en moins visible, puisque l'écart angulaire avec le Soleil diminue. Mais et puis elle est passée au plus près, je crois, le 30 octobre, fin octobre, 29 ou 30 octobre. Donc, excellentes conditions. Son éclat va légèrement décroître et elle se rapproche surtout du Soleil, qui fait elle va être moins facile à voir. Ah bah c'est tout ce que j'ai là dans ma besace. Je crois y en avoir une autre. Je vous ai tout montré. Bon, ben oui, j'ai pas eu le temps d'en sélectionner d'autres. Mais ce n'est pas grave, on peut regarder. Je partage vite fait les news alors, mais je reviens vers vous pour ce faire, parce que c'est pas, elles sont pas en mode présentation. Alors je vais juste vous faire un petit commentaire, puisqu'il me reste 2 minutes et qu'il y a des choses intéressantes à partager du côté des news. Les news, l'actualité astronomique, astrophysique de la semaine. J'aurai même sans doute pas le temps de tout vous dire. Et aussi les sociétés spatiales.
Et puis le fameux objet 3i Atlas. Ah bah oui, alors j'essaie de vous tenir la chronique hein, quand même sur 3i Atlas. Il y a aussi la comète Swan, bon, qui va rester visible, mais qui est pas visible à l'œil nu, elle quand même. Et donc 3i Atlas, qui est passé derrière le Soleil le 29 novembre. Alors elle fait encore elle est pleine de caractéristiques spéciales. Alors, pour dire vite, euh, les astrophysiciens l'étudient et les astronomes l'étudient sous toutes ses coutures et notent toutes ses particularités. Et ceux qui y connaissent pas trop, ils spéculent à fond la caisse. Bon, peut-être y a-t-il une intelligence dedans ou qui dirige cet objet, le comportement physico-chimique, orbital, tout ça c'est sûr qui est pas comme les autres. Mais bon, c'est un objet extrasolaire qui vient, qui est âgé de plusieurs milliards d'années et donc qui est peut-être de ce fait pour ça qu'il fonctionne pas comme une comète du système solaire. Mais donc voilà, j'essaie de vous mettre le plus de liens possible hein, et des- de voilà qui sont factuels au moins. Après bon je suis pas voilà, chacun se forge son avis et puis moi wait and see, on observe et on essaie de comprendre et de l'intelligence, il y en a partout dans l'univers, partout, 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 donc why not? Donc vous irez voir ces liens. Et puis, vous saviez que un équipage chinois s'est envolé vers la station spatiale Tiangong, donc renouvellement de l'équipage chinois dans la station spatiale chinoise, avec en plus des souris qui sont destinées à des expériences biologiques en apesanteur, afin de se préparer l'organisme au long vol en vue des futures missions lunaires. Donc, la Chine talonne les États-Unis pour une mission habitée vers la Lune. La Chine l'annonce pour 2030. Bon, les États-Unis, en principe, c'est Artemis, en principe, c'est 2028, mais ça va pas aussi vite que ça se dit. Néanmoins, Starship, pour le Starship, SpaceX met une nouvelle stratégie en œuvre pour faciliter l'alunissage, quoi, au plus vite. Et donc ensuite, voilà des articles qui reprennent euh, les faits et les dires sur sont-ils allés sur la Lune en 1969 ou pas. Mais voilà, c'est pas difficile de prendre des vidéos, de couper et de faire dire que à Buzz Aldrin qui n'a pas marché sur la Lune quand on enlève